La partie 3 de la guerre sanglante millénaire arrive début octobre, alors je vous propose un résumé de la partie 2 pour que vous soyez prêts à la débuter. Au sein du Vandenreich, et plus précisément au sein de Cyberne, une grande annonce est faite par Ivar, le roi des Quincy. Il accueille un nouveau membre des Sternritters, Uryu Ishida en personne, mais ce n'est pas tout. Il le nomme même comme son digne successeur, ce qui provoque la colère de certains et surtout l'incompréhension de la part notamment de Basby, qui voyait déjà Archvald succéder à Ivar le moment venu. Face à son impassibilité, Basby pense qu'il se fout royalement de son poste et le provoque alors pour obtenir son rang. Mais un autre Sternritter vient couper court à cette querelle de gamins, Raklevar. De son côté, Ivar explique à Uryu qu'il l'a choisi car il a survécu à l'Osvalon, technique qu'il a utilisée pour absorber la puissance des Quincy impurs pour la redistribuer aux plus puissants. Il lui confère même le Schrift A, la même lettre que lui-même. C'est pour dire à quel point il voit en Ishida un fort potentiel. Du côté des poteaux, Orihime et Shadow s'entraînent toujours assidûment au Wekomundo, pendant que Urahara poursuit ses expérimentations à trouver une solution pour contrer le vol du Bankai. Maintenant qu'Ichigo Kurosaki possède ce Zanpakuto, Ishibe l'amène à sa prochaine épreuve, dans un endroit uniquement accessible sous autorisation du roi spirituel. Rukia et Renji se sont remis de leurs blessures, ils passent donc à l'entraînement, supervisé par Ishibe. Tenjiro surveille toujours Byakuya dans son rétablissement. Il est enfin sur pied, mais encore faut-il dorénavant réveiller sa puissance. Le chef des capitaines Shunsui Kyoraku profite de ce petit moment de calme pour retourner sur Terre à la rencontre des amis d'Ichigo, Mizuhiro, Tatsuki et Kaigo. Il préfère jouer carte sur table avec eux et leur faire part de la faible probabilité qu'Ichigo finisse par obtenir un pouvoir tel qu'il affecterait le monde des vivants. Et si cela se produit, il ne pourrait pas revenir dans le monde des vivants. Au cas où un tel scénario se produit, Shinsui leur remet des Soul Tickets pour pénétrer une seule fois à la Soul Society pour lui faire les adieux. Soudainement, c'est la panique à la Soul Society. Le Seireitei disparaît. Il est en réalité envahi par Ivar, qui compte bien respecter le Kaiser Gesang, qui annonce la fin du monde 9 jours après son réveil. Pour expliquer la simplicité qu'a le Vandenreich d'infiltrer la Soul Society, c'est très simple. Tous les Quincy se trouvent déjà à l'intérieur de la Soul Society. Ils sont dissimulés dans les ombres et sortent dès qu'ils souhaitent attaquer. Le paysage a complètement changé, laissant place à une Soul Society gelée. Archvald se présente face au chef des capitaines Shunsui Kyoraku pour en finir avec lui afin d'éteindre tout espoir des Shinigami. Mais sa lieutenant Nanaoise érige une barrière appelée Akodan Kepeki, bloquant les pouvoirs des Quincy. Itsugaya quant à lui affronte avec Matsumoto le Stenritter Basby qui utilise le feu, exact opposé de la glace d'Itsugaya. Il faut garder en mémoire qu'Itsugaya ne possède plus son Bankai, il ne peut que produire de la glace très fine, mais grâce à l'aide de Matsumoto, ils parviennent à tenir en échec Basby. Hélas, ce dernier n'est pas du tout à 100% et éclate facilement le mur de glace mis en place par Itsugaya, avec un seul doigt en plus. Face à un tel écart de puissance, Itsugaya décide de se retirer, mais Basby ne compte pas le laisser faire. Itsugaya a beau tenter de le semer, il se fait de nouveau toucher de plein fouet par une attaque de feu de Basby. Allons voir un autre combat en entendant qui fait rage aussi parallèlement. Marechiyo, lieutenant de la capitaine Soifon de la 2ème division, se fait attaquer à son tour par un Stenritter, BG9, celui qui a d'ailleurs volé le Bankai de Soifon. Il tente de protéger sa jeune petite sœur, mais peine à lutter face à lui. Heureusement, Soifon arrive au bon moment et se déplace bien plus rapidement que précédemment en ayant perfectionné sa technique Shonko. Malheureusement, cela s'avère insuffisant, BG9 est bien plus rapide qu'elle et l'attaque violemment au corps à corps. Deux capitaines sont donc désormais hors service, Itsugaya et Soifon. Mais un homme va tout changer. Urahara entre en communication avec Kurotsuchi. Il a trouvé un moyen de récupérer le Bankai des capitaines. En observant le combat d'Ichigo face à Opi, il s'est rendu compte que ce dernier avait absorbé un holo, mais que son apparence n'était pas parfaite. Et cela lui a donné un indice. Les Quincy ne possèdent pas d'anticorps face à holo. C'est la raison pour laquelle ils en ont si peur et qu'ils veulent absolument tous les supprimer. Si un holo s'empare de l'esprit d'un Quincy, celui-ci s'étiole jusqu'à entraîner la mort du Quincy, puisqu'ils ne peuvent pas se le morphoser, à la différence des Shinigami. Dès lors, en ingurgitant un peu d'énergie holo à l'intérieur du corps d'un Shinigami, ce dernier peut annuler le Bankai que le Quincy lui a volé. Urahara transmet ses pilules noires qui possèdent de l'énergie holo à un maximum de capitaines et membres de la Soul Society.
Ainsi, Itsugaya parvient à se défaire de Sangdu, le Stern Ritter qui lui a subtilisé son Bankai. Ce dernier se voit peu à peu perdre le Bankai qu'il a volé à Itsugaya jusqu'à se faire battre une fois pour toutes. Le même scénario se dessine pour Soifon, qui récupère son Bankai de la même façon et parvient à vaincre BG9. Madarame, Ayasegawa et Isagi font face à Masque de Masculine, le Stern Ritter Catcher qui avait vaincu Renji. Il ne fait d'ailleurs qu'une bouchée des 3 Shinigami. Le capitaine de la 7ème division, Komamura, débusque Buster Bean, une Stern Ritter redoutable. Mais Hirako, capitaine de la 5ème division, préfère s'en charger pour qu'il aille aider les 3 Shinigami qui se font botter les fesses par Masque de Masculine. Hirako perturbe ses sens en utilisant les capacités de Sozan Pakuto Shikai. Dès lors, la droite de Master Bean devient sa gauche, le haut devient le bas. Cela la perturbe donc énormément et il y a de quoi. Alors elle libère sa forme Volstonish, que l'on a déjà vu avec le combat d'Ishigo face à Opi. Comme le mentionne parfaitement Archvals face à Shunsui Kyoraku, le fait d'avoir récupéré leur Bankai n'est pas la meilleure nouvelle pour eux, car cela permet aux Stern Ritter de libérer leur pleine puissance par le biais du Volstonish. En ayant volé le Bankai des capitaines, ils étaient incapables de les déployer. Maintenant que Buster Bean possède le Volstonish, elle one-shot le pauvre Hirako qui ne peut rien faire face à sa puissance destructrice. C'est alors que Komamura revient pour affronter Buster Bean. Il a complètement changé depuis qu'il a utilisé la technique Jinka, apprise de son grand-père. En échange de son cœur, il retrouve son apparence d'antan, humaine, ce qui lui permet de retrouver son Bankai nommé Dangai Joe. Il invoque alors Kokujo Tengen Myo, mais rompt son armure, ce qui fait de lui un être entièrement composé de Raitsu. De plus, Komamura ne possède plus son cœur, il n'est plus qu'une coquille vide. Il ne ressent alors aucune douleur aux attaques de Buster Bean. Cette dernière comprend qu'elle est en grand danger face à cette technique, et prend alors la fuite. Mais Komamura parvient à lui infliger un coup direct en pleine face qui la met KO directement. Il se dirige ensuite vers Ivar, mais son temps d'utilisation de la technique Jinka est dépassé. Il s'écroule et se transforme en loup-garou, dépourvu de parole. C'est le prix à payer pour avoir obtenu son pouvoir. C'est le capitaine de la 7ème division, Tetsuzaemon Iba, qui le ramasse pour l'écarter de tout danger. Archvald, qui discute toujours avec le capitaine Shunsui Kyoraku, finit par briser la barrière érigée par Nanao Issei, en ayant fragilisé un endroit précis tout en discutant. Sauf que Nanao avait prévu cette éventualité et a préparé une seconde barrière. De toute façon, Archvald doit se retirer sur demande d'Ivar. Masque de Masculine, quant à lui, se relève motivé par le petit James pour mettre une correction aux 3 Shinigami qui lui font face. Madarame, Ayasegawa et Isagi. Une fois fait, il observe 2 lumières qui viennent se poser au loin. Il est curieux de voir ce que c'est, sauf que le capitaine de la 9ème division, Muguruma, arrive pour le retenir, soutenu par le capitaine de la 3ème division, Otoribashi. Allons prendre des nouvelles d'Ishigo qui a commencé sa nouvelle épreuve, supervisée par Ishibe. Il s'agit de l'Irazu Sando, une dimension cachée qui teste les capacités d'une personne afin de savoir si elle peut devenir le roi des âmes. Ishibe compte sur ce plan B si jamais personne ne parvient à empêcher Ivar de supprimer le roi spirituel actuel. Ishigo poursuit alors son épreuve où il sent un poids sur ses épaules de plus en plus pesant. Subitement, il aperçoit des images. Ce sont des révélations, des souvenirs éternels, autrement dit, le pouvoir du roi spirituel. Il apparaît comme étant un réceptacle capable de contenir le pouvoir du roi. Dès lors, Ishigo passe à la prochaine étape et arrive face à Senjumaru de la division 0. Retournons désormais au combat de Masque de Masculine face au capitaine Muguruma et Otoribashi. Tout d'abord, c'est Muguruma qui commence. Il encaisse sans souci les attaques de Masque et l'envoie même dans le décor, pensant en avoir déjà fini avec lui. Mais c'était sans compter sur le petit James, son plus grand fan, qui réussit toujours à le remettre sur pied, complètement rechargé. Dès lors, il éclate la gueule à Muguruma et lui saute dessus, le mettant définitivement hors jeu pour la suite. C'est donc tout naturellement au tour d'Otoribashi d'entrer en scène. Grâce au conseil d'Isagi, il tranche en deux le petit James, étant l'acteur principal de ce duo. Puis, il déclenche son Bankai Kinshara Butodan. Il s'agit d'une troupe de danseurs de la mort exécutant différents actes. Le premier est une attaque aqueuse et le second une attaque de feu. Mais quand vient le troisième acte, Masque de Masculine se perce les tympans pour qu'il ne soit plus sujet à sa mélodie. Il charge son attaque laser et l'envoie sur Otoribashi, qui le transperce au niveau de l'abdomen. Décidément, cet adversaire est bien plus redoutable que prévu. Il se dirige vers lui pour l'achever, mais Renji et Rukia débarquent juste à temps. Rukia emmène les 2 capitaines chez les soigneurs, tandis que Renji combat Masque de Masculine.
qui, soit dit en passant, a soigné ses tympans et a même retrouvé James qui s'est multiplié maintenant. Face à la puissance de Renji, Mask décide de passer au niveau supérieur et enchaîne les attaques puissantes contre lui. Il finit même par déployer son Vol Standish et lance Supernova, une attaque gigantesque en forme d'étoile, mais Renji parvient à la bloquer grâce à Zabimaru. Son Zanpakuto a d'ailleurs bien changé, puisque Zabimaru ne l'a jamais accepté complètement jusqu'à maintenant, et c'est Ishibe d'ailleurs qui le lui a appris. Dès lors, Renji a tout repris depuis le début, et a obtenu l'acceptation complète de Zabimaru, donnant lieu à une toute nouvelle puissance sous le nom de So Zabimaru, le véritable nom de son Zanpakuto. Il utilise sa nouvelle technique, Zagatepo, qui consiste à le transpercer de sa lame et d'envoyer une explosion à l'intérieur de son corps par le biais de son énergie spirituelle, ce qui crame instantanément le corps de Masque de masculine. Archvark, qui discute avec Ishida Uryu, en profite pour lui montrer pourquoi Ivar est le roi des Quincy. Il tue définitivement les deux Sternritter qui ont perdu leur combat, à savoir BG9 et Sangdu, pour lui montrer que leur puissance ainsi que leur connaissance intègrent directement le corps d'Ivar une fois mort. Après cette petite parenthèse, on retrouve Rukia qui affronte Asnoth, l'homme qui a volé le Bankai de son frère Byakuya. Il utilise la peur pour plonger son ennemi dans une illusion atroce, sauf que sa compétence ne fonctionne pas avec Rukia. Elle utilise son Zanpakuto Sodeno Shiryaku pour diminuer la température corporelle de son corps en dessous de 0, la considérant ainsi comme morte. Dès lors, la capacité d'Asnoth ne parvient pas à pénétrer sa peau, et donc la peur ne la touche pas. En manipulant son Reishi, elle parvient à conserver son corps à une température glaciale en cessant durant un laps de temps bien défini les mouvements moléculaires. Dès lors, elle utilise sa technique de zéro absolu pour geler définitivement Asnoth. Sauf que ce dernier déploie son Vol Standish, Tatar Foras. Cela lui permet d'infliger la peur à son adversaire rien que par le regard, et non plus par la peau. Rukia peut fermer les yeux, elle ne voit que les yeux d'Asnoth qui s'étalent tout autour d'elle, mais un homme vient la délivrer, Byakuya. Après avoir redonné confiance à Rukia, il la laisse poursuivre le combat. Elle déploie son Bankai Akanotogame qui lui permet d'étendre sa brume glaciale tout autour d'elle dans un plus large périmètre, tuant ainsi Asnoth. Byakuya s'approche d'elle pour l'aider à retrouver son calme, car son Bankai est très puissant, mais aussi très dangereux pour elle. Elle pourrait se retrouver elle-même congelée si elle ne le maîtrise pas. Comme on parle que des capitaines, il n'y a pas de raison de ne pas aller voir les lieutenants, et plus précisément la lieutenant de la 4ème division Kotetsu et la lieutenant de la 11ème division Kusagishi. Elles font face à un Sternritter nommé Gwenaël Lee, qui peut se rendre invisible ou encore effacer son existence de la mémoire de ses ennemis. Mais finalement, il se fait tuer par Grémy, qui se trouve en réalité être son créateur. En effet, il dispose de la capacité de rendre réel tout ce qu'il imagine. Par exemple, ici, il imagine le corps du lieutenant Kusagishi constitué du biscuit, ce qui la fragilise ainsi et ses bras se brisent. Mais attention, car si on touche à la mignonne Kusagishi, il y en a un qui n'est jamais bien loin et qui s'appelle Kenpachi. Face à lui, Grémy érige une plateforme pour qu'il puisse combattre en toute tranquillité. Pas mal. Il a beau invoquer des flammes, l'enfermer dans une cage aqueuse, voire même faire tomber une météorite, Kenpachi se défait de toutes ses attaques et parvient à le tuer. Il n'est en réalité d'ailleurs qu'un cerveau qui a même imaginé son propre corps. Pathétique quand même. À la fin de son combat, Kenpachi ne parvient pas à retrouver Yashiru, alors il demande à ses hommes de la débusquer. Mais l'ennemi n'est pas loin. Effectivement, le groupe des 4 nanas Sternritter entre en jeu. Je parle de Meninas, Candice, Grisalle et Lil Toto. Fatigué de son combat face à Grémy, Kenpachi est rapidement à terre, mais soudain, une aura spirituelle pénètre à l'intérieur du Saretei. Il s'agit d'Ishigo. Il a sauté du haut du Ryokyu, le palais du roi spirituel, en portant un manteau fabriqué par la division 0, qui lui permet de traverser sans problème les 72 couches séparant le Ryokyu du Saretei. En arrivant, il se pointe devant Kenpachi en lui annonçant qu'il est venu le sauver. Candice est la première à vouloir se battre contre Ishigo, mais ne parvient à rien. Même en utilisant ce Vol Standish, elle se fait laver. Les 3 autres nanas décident de se joindre au combat en déployant également leur Vol Standish, mais elles se font toutes blessées par Basby, le Sternritter qui utilise le feu. Il souhaite se débarrasser d'elle pour que le mérite de tuer Ishigo lui revienne entièrement. Mais il n'est pas le seul à s'intéresser à Ishigo Kurosaki. D'autres prétendants sont là comme Robert Accutrone, Nanana Najakut ou encore Pepe Wakabrada. Sans oublier évidemment les 4 nanas précédentes qui ne sont pas mortes. Soudain, une imposante lumière interpelle Ishigo. Il le sait, il s'agit d'Ivar. Ce dernier le remercie pour l'avoir aidé à ouvrir la voie en direction du Ryokyu, le palais du roi spirituel.
Rappelez-vous, Ichigo est parvenu à traverser le Shakunmaku, la barrière qui englobe la Salo Society. Cela a laissé une ouverture après son passage, et comme le mentionne le capitaine Kurotsuchi, il faut bien 1h40 pour permettre au trou de se reboucher complètement. Ichigo fonce alors sur Ivar pour l'empêcher de partir, les autres capitaines du Gotei 13 se chargent de retenir les Stenritters. En arrivant près d'Ivar, Ichigo aperçoit également Ishida à ses côtés. Il n'en revient pas. De plus, il se fait attaquer instantanément. Mais la surprise l'empêche de réagir convenablement. C'est alors que ses amis Shad et Orihime arrivent pour le protéger. Pour le chef des capitaines Shunsui, il est impossible qu'Ishibe ne connaisse pas cette faille ouverte par Ichigo en l'envoyant au Seretei par cette voie. Il sait très bien qu'Ivar en profitera pour s'infiltrer jusqu'au Ryokyu. Le véritable objectif d'Ivar n'est pas de s'emparer de la Salo Society, mais d'infiltrer le palais du roi des âmes. Et maintenant, c'est chose faite. Urahara arrive auprès d'Ichigo et de ses amis pour leur proposer une solution pour retourner au Ryokyu. Il a mis en place avec le capitaine Kurotsuchi une réplique du moyen de transport de la division 0, le Tenshuren. Mais pour celui-ci, une seule tentative est possible. Il n'y a pas de retour envisageable. Le combat au sein du Seretei n'est pas fini pour autant. Madarame et Ayasegawa font face à Giselle, la nana zombie. D'ailleurs, elle utilise le cadavre de Basterbin comme d'un zombie pour les attaquer. Malgré leur coordination, ils ne peuvent rien faire face aux explosions de Basterbin. C'est au tour donc du capitaine Kurotsuchi de prendre le relais. Il est accompagné de 4 Arrancars que l'on connaît du passé, Luffy, Charlotte, Dordoni et Shiruchi, pour faire face à l'armée de zombies de Giselle. Bien que Charlotte fait preuve d'une puissance incroyable, le prochain adversaire s'avère plutôt compliqué puisqu'il s'agit d'Itsugaya zombifié. Il tranche rapidement Madarame, Ayasegawa et même Charlotte. Kurotsuchi comprend alors qu'il doit régler le problème lui-même. Itsugaya bénéficie de sa puissance totale car il a été transformé en zombie alors qu'il était toujours vivant. Cela a permis de conserver son cerveau et son corps en parfait état. Kurotsuchi parvient à prédire ses mouvements grâce à des capteurs placés sur son Zanpakuto, mais Itsugaya le tue instantanément lorsqu'il s'approche de lui et invoque son Bankai. Retour en arrière, Itsugaya revit la même boucle que précédemment. Kurotsuchi lui a administré un médicament qui lui fait revivre indéfiniment cette même boucle à chaque fois qu'il le tue. Sauf qu'arrivé à la 10e fois où il produit cette boucle, Itsugaya s'écroule sur le sol, perdant toute notion d'équilibre en raison des boucles temporelles enchaînées, qui ont endommagé son cerveau. C'est alors que 3 autres Shinigami zombies apparaissent, Matsumoto, Muguroma et Otoribashi. Kurotsuchi demande alors aux Arrancars de s'en charger. Tiens, allons voir ce que ça donne du côté de Byakuya. Il a vaincu 3 Sternritters, Akutrone, Candice et Nanana, mais un 4e lui fait face, Pépé. Il a le pouvoir de contrôler les gens qu'il touche, comme c'est le cas avec Izagi. Il réussit même à immobiliser Byakuya pour lui infliger le coup de grâce, mais les capitaines Muguruma et Otoribashi, zombifiés, viennent pour lui défoncer la tronche. Incroyable retournement de situation, dont Kurotsuchi nous donne l'explication. Il a administré un médicament à ses zombies pour modifier le sang que Giselle leur a injecté dans leur cerveau, de façon à ce qu'ils obéissent désormais à Kurotsuchi et non plus à Giselle. Dès lors, Muguruma parvient facilement à mettre à terre Pépé, qui se fait au passage bouffer par l'île Toto, la Sternritter qui bouffe tout. Ichigo et ses amis sont prêts à partir en direction du Ryokyu. Ils sont rejoints par Ganjo Shiba, le frère de Kukaku, qui souhaite apporter son aide. Ivar, Ishida et Ashvals envahissent le palais du roi spirituel. Ils utilisent les portails d'ombre pour faire pénétrer d'autres membres du Vandenreich et Sternritter. On a Nyanzol Vezol qui peut courber toutes les attaques qui lui sont destinées, mais face à un membre de la division 0 tel que Senjumaru, il ne fait pas le poids. Elle le camisole avec un manteau tricoté rapidement qui l'empêche de bouger, puis le lacère avec de nombreuses aiguilles intégrées à l'intérieur. Bon, ce n'était qu'un petit apéritif pour elle, mais les prochains concurrents semblent plus redoutables. Ils sont les membres de la garde royale d'Ivar. Nous avons Lil Barrow, Pernida, Gérard Valkyrie et Naklevar, que l'on a déjà vu d'ailleurs. Sans perdre une seconde, Valkyrie fonce d'ailleurs sur Senjumaru, avec une puissance écrasante, mais elle esquive de justesse son coup. Elle appelle le bouclier du roi spirituel pour la protéger, mais il se fait écraser par Pernida, puis c'est au tour du sniper Barrow de tirer sur Senjumaru, lui transperçant le haut du crâne. Il détruit ensuite les quartiers appartenant aux membres de la division 0, sauf que tout ceci n'est qu'une illusion provoquée par le talent de tissage détenu par Senjumaru. Elle n'est pas morte et a gagné du temps pour permettre à Kiryu de finaliser sa cage en bois pour empêcher le Vandenreich d'atteindre le palais royal. Le bois utilisé par Kiryu se nourrit de l'énergie spirituelle, ce qui empêche Barrow de le détruire car il utilise également de l'énergie spirituelle pour tirer avec son fusil.
C'est au tour de Tenjiro d'apparaître face à l'ennemi, prêt à en découdre, suivi de Uetsu Nimaiya. Ce dernier utilise le Zanpakuto le plus tranchant qui existe à tel point qu'il ne possède pas de fourreau. Il bénéficie en plus d'une vitesse de déplacement ahurissante qui lui vaut la performance de mettre KO tous les Stern Ritter présents. Ivar profite de leur inattention pour lancer un objet en dehors de la cage, lui permettant de se téléporter à sa place et ainsi de sortir de la prison de bois de Kiryu. Ils seront alors face à Ishibe, qui garde la porte du palais royal. Il faut savoir que les deux hommes ont un passé commun. À cette époque, Ishibe propose à Ivar un pacte de non-agression entre le monde des vivants, la Soul Society et le Wekomundo, pour préserver leur équilibre. Pour cela, il assigne les Shinigami au bon maintien du monde des vivants et laisse quartier libre au Lichtreich du moment qu'ils restent dans leur coin en gros. Le Lichtreich est le nom donné au clan d'Ivar avant la naissance de Vandenreich. Forcément, Ivar refuse, car il ne supporte pas que le roi spirituel soit l'auteur de la séparation des vivants et des morts, et souhaite l'éliminer. De retour au présent, Ishibe ne perd pas de temps et envoie Ivar voler à 4000 km d'ici en utilisant Senritsu Tensho, qu'il utilise à 2 reprises, mais Ivar a plus d'un tour dans son sac. Il utilise Sanbogen qui envoie des flèches dans sa direction pour le transpercer et lui permettre de retourner au palais royal. Le combat semble encore indécis. Retournons maintenant du côté de la division 0 et plus précisément Tenjiro qui fait face à H-Vals. Ishida lui fait face à Senjumaru mais elle semble bien plus forte que lui. Naklevar, précédemment mis à terre par Uetsu, se relève car il révèle être immortel. De plus, sa capacité s'avère des plus embêtantes pour nos amis. Il peut modifier la dose létale d'une substance en consommant une certaine quantité de cette dite substance. Par exemple, il boit son propre sang pour contaminer le sang de Uetsu. Il lui faut alors se vider de la moitié de son sang. Mais si jamais il le fait, il risque de mourir. Il n'a pas d'autre choix, alors il se coupe vers la veine jugulaire pour se vider de son sang. Et heureusement qu'un allié de poids arrive pour le soigner, Tenjiro, et utilise les bienfaits de ses sources pour lui rendre la totalité de son sang. Dès lors, Uetsu en termine avec Naklevar, qui ne parvient pas à remarquer son attaque. De retour au combat d'Ishibe face à Ivar, Ishibe utilise son pinceau nommé Ishimonji pour trancher les mots et non la chair. Ainsi, lorsqu'il tranche par exemple le bras d'Ivar, il perd la moitié de sa puissance au niveau du bras. Pareil lorsqu'il tranche la moitié de son corps. C'est une arme vraiment incroyablement puissante, alors Ivar n'a d'autre choix que de recourir à l'Asvalen, pour récupérer toute l'énergie spirituelle des membres du Vandenreich restés au Seretei pour le redistribuer aux membres de sa garde royale ainsi qu'à lui-même. Cela réveille leur Volstandish en plus de détruire la cage créée par Kiryu. Une fois l'Osvalon terminé, Ivar tente de pénétrer dans le corps d'Ishibe, mais il se fait violemment repousser. Ishibe passe alors à la vitesse supérieure en utilisant l'encre noire d'Ishimonji. Dès à présent, lorsqu'il peint quelqu'un ou quelque chose, il perd son nom et donc son pouvoir, comme c'est le cas avec l'épée d'Ivar qu'il peint. Elle ne peut plus être utilisée par lui. Pour contrer ce pouvoir, Ivar utilise 5 altars qui lui permettent d'absorber la noirceur d'Ishibe. Mais hélas pour lui, à partir du moment où Ishibe utilise Ishimonji, il récupère la noirceur appartenue par tous les êtres vivants. Il peint entièrement Ivar, lui subtilisant alors son nom. Il déploie ensuite son Bankai qui lui permet de poser un nouveau nom sur ce qu'il a peint et le nomme Ivar Fourmi Noire. Puis l'envoie avec un violent coup en direction du Seretei. Du côté de la division 0, ils se font tous rouler dessus depuis que les Sternritter utilisent leur Volstandish. Face à cet échec, ils n'ont pas le choix. Les membres de la division 0 brisent le sceau du sermon de sang. C'est un sceau qui limite leur quantité colossale de Reietsu, car sinon il pourrait provoquer un déséquilibre dans le monde des vivants, mais aussi dans le Wekomundo ou encore la Soul Society. Au moment où le sceau est brisé, c'est Uetsu, Tenjiro et Kiryu qui se sacrifient pour permettre à Senjumaru de gagner en puissance et d'utiliser son Bankai Shatatsu Karagara Shigara Minotsuji. Elle peut désormais manipuler l'espace compris dans le périmètre de son Bankai. Ainsi, elle tisse des pièges condamnant chacun des Sternritter à une mort certaine grâce à une machine à tisser géante. La victoire semble acquise pour la division 0, mais un retournement de situation est à prévoir. Voilà les amis, c'est la fin du résumé de cette partie 2 concernant l'arc de la guerre sanglante millénaire. J'espère que vous vous sentez prêts à encaisser la saison 3 qui arrive en octobre. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.